Bonjour, chers candidats et candidates. Je vous souhaite une fois encore la bienvenue sur notre chaîne Réussir la SVT au lycée. Dans cette vidéo, je m'en vais vous corriger le sujet de SVT de l'examen du bac 2024 des séries S2, S4 et S5 au Sénégal. Et nous commençons maintenant. C'est l'épreuve du premier groupe. Grand 1, maîtrise des connaissances. L'excitation électrique d'une fibre nerveuse isolée peut aboutir, sous certaines conditions, à l'apparition d'un potentiel d'action monophasique ou diphasique sur l'écran d'un oscillographe. Après avoir précisé les conditions d'obtention d'un potentiel d'action diphasique et rappelé les caractéristiques du potentiel d'action d'une fibre nerveuse, donne une interprétation ionique de ce phénomène. Le schéma du dispositif d'enregistrement et celui du potentiel d'action correspondant sont attendus. Comme élément de réponse, introduction. Le neurone est composé d'un corps cellulaire avec une fibre nerveuse terminée par une arborisation. Cette fibre nerveuse, dotée de propriétés telles que l'excitabilité, est capable de générer un potentiel d'action, dont celui diphasique, sous certaines conditions. Quelles sont les conditions d'obtention d'un PA diphasique et les causes ioniques de ces différentes phases? Nous allons d'abord préciser les conditions d'obtention d'un potentiel d'action diphasique en dégageant ses propriétés fondamentales dans le cas d'une fibre nerveuse. Ensuite, schématiser le dispositif expérimental correspondant et enfin donner une interprétation ionique de ces différentes phases. 1. Les conditions d'enregistrement d'un potentiel d'action diphasique et ses propriétés. L'enregistrement d'un PA diphasique nécessite deux conditions. Les deux électrodes réceptrices sont positionnées du même côté, soit à l'intérieur de l'axoplasme, soit à la surface de l'axone. Il faut appliquer une stimulation efficace d'intensité liminaire ou supraliminaire. Le potentiel d'action d'une fibre nerveuse présente les caractéristiques fondamentales. Il obéit à la loi du tout ou rien, de sorte que dès le seuil de dépolarisation est atteint, son amplitude est invariable. Il est propageable le long de la fibre nerveuse. Il a une vitesse constante. Il est non sommable. 2. Le dispositif d'enregistrement du PA diphasique. Le schéma ci-contre illustre un dispositif d'enregistrement d'un PA diphasique sur une fibre nerveuse. Ici, on a le dispositif d'enregistrement du PA diphasique. Et ici, on a phase du PA diphasique, les phases, les différentes phases du potentiel d'action diphasique. 3. Interprétation ionique du PA diphasique. Avant l'excitation, on a une équipotentialité au repos, DDP de 0 mV. Une stimulation efficace provoque, après un bref temps de latence, partie AB du tracé, l'ouverture des canaux à Na+, voltage dépendant, suivi d'un massif flux entrant de Na+, et donc de charge positive dans l'axoplasme. Cela entraîne une
positivité à l'intérieur par rapport à la surface externe devenue électronégative. C'est la phase de dépolarisation au niveau de la première électrode réceptrice R1 partie BC. La repolarisation au niveau de cette électrode réceptrice partie CD s'explique par la fermeture des CVD à Na+, des canaux à Na+, et l'ouverture des canaux à K+, qui induit un flux sortant de K+. Les deux électrodes étant proches, on a une dépolarisation au niveau de la deuxième électrode réceptrice R2. Cette dépolarisation partie DE s'explique par une ouverture des canaux à Na+, suivie d'une entrée massive des ions Na+. Une repolarisation partie EF au niveau de la deuxième électrode réceptrice suite à la fermeture des canaux à Na+, et à l'ouverture des canaux à K+, entraînant le flux sortant de K+. Remarque, l'interprétation ionique du potentiel d'action monophasique est acceptée. Conclusion. Lorsque les deux électrodes réceptrices sont placées au même niveau de la fibre nerveuse, son excitation liminaire ou supraliminaire conduit à l'obtention d'un PA diphasique d'amplitude invariable et qui se propage le long de la fibre nerveuse. Le flux entrant de Na+, suivi de l'ouverture des canaux à Na+, provoque la dépolarisation, puis le flux sortant de K+, lié à l'ouverture des canaux à K+, permet la repolarisation de la fibre nerveuse. Grand 2. Compétences méthodologiques. Exercice 1. Les pandémies mondiales du diabète de type 2 et de l'obésité semblent suivre la même progression, laissant ainsi supposer qu'il existe une relation entre ces deux fléaux de santé publique. Grand A. Afin d'établir la nature de cette relation, on se propose d'identifier les origines possibles du diabète de type 2. Pour ce faire, la série d'expériences suivantes est réalisée. Expérience 1. Un test d'hyperglycémie est effectué chez les sujets sains et des sujets obèses diabétiques en leur faisant consommer une solution de glucose très concentrée. Les résultats obtenus sont présentés dans le document 1 ci-dessous. 1. Tire une conclusion à partir de l'exploitation du document 1. Expérience 2. Les effets de l'insuline pour des concentrations croissantes sur l'absorption du glucose par les cellules musculaires sont étudiés chez deux lots de souris. Un lot de souris normal et un autre de souris obèses. Les résultats obtenus sont indiqués dans le document 2 suivant. 2. Analyse le document 2 et émet une hypothèse quant à l'origine possible du diabète de type 2. Au même moment que se déroule l'expérience 2, les effets de l'insuline sur l'activité d'une enzyme, le glycogène synthétase, qui catalyse la glycogénogenèse, sont étudiés également chez ces lots de souris. Les résultats obtenus figurent dans le document 3 ci-après. Document 3. Effet de l'insuline sur l'activité du glycogène synthétase. Donc, on a aussi l'eau de souris normale, l'eau de souris obèse, et on a les valeurs dans le tableau ici. Les valeurs du glycogène synthétase de forme active. 3. Analyse le document 3 et précise l'information qu'il apporte. 4.
À partir de toutes les informations obtenues précédemment, tire une conclusion quant à l'origine possible du diabète de type 2. Comme élément de réponse pour le grand 2, exercice 1, grand A1. Après une ingestion massive de glucose, on constate que les valeurs de la glycémie et de l'insulinémie des sujets obèses diabétiques sont largement plus importantes que celles des sujets sains. On en conclut que le diabète de type 2 n'est pas dû à un déficit de production d'insuline. 2. Pour des concentrations croissantes d'insuline, on note que la quantité de glucose absorbée par les cellules musculaires des souris normales est de loin plus importante que celle absorbée par les souris obèses. On en déduit que ce type de diabète serait dû à un déficit en récepteurs à l'insuline fonctionnelle des organes cibles de l'insuline. 3. De 0 à 0,5 d'insuline, l'activité du glycogène synthétase est plus élevée chez les souris obèses que chez les souris normales. À partir de 1, ça c'est l'unité qu'ils ont donnée, elle est plus élevée chez les souris normales tout en augmentant alors qu'elle se stabilise chez les obèses. L'information que nous pouvons tirer de cette étude est que l'insuline favorise la réaction de la glycogénogénèse à l'origine de la mise en réserve de glucose dans le muscle sous forme de glycogène. 4. Ces différentes études montrent que le diabète de type 2 est lié à une défaillance des insulinorécepteurs des organes cibles à l'insuline, entraînant ainsi une réduction d'activité du glycogène synthétase, d'où une hyperglycémie. B. On tente d'établir la nature des relations pouvant exister entre le diabète de type 2 et l'obésité. L'obésité se manifeste par un excès de tissu adipeux répartis en différents endroits du corps. Elle est caractérisée par l'indice de masse corporelle, IMC, dont la valeur est exprimée par le rapport poids de la personne en kilogrammes sur le carré de sa taille en mètre carré. Le périmètre abdominal, qui correspond à la mesure de la circonférence de l'abdomen en centimètres. Un homme est considéré comme obèse si son IMC est supérieur à 30 kg par mètre carré et son périmètre abdominal supérieur à 94 cm. Le risque de faire un diabète de type 2 en fonction de l'IMC et du périmètre abdominal est établi lors d'une étude portant sur 27 700 hommes pendant une durée de 13 ans. Les résultats obtenus sont représentés sous forme de graphique dans le document 4. Document 4, risque de déclenchement de diabète de type 2 selon le périmètre abdominal et l'IMC. Donc voilà ce qu'on a pour le document 4. 5. À partir de l'exploitation du document 4, montre le lien entre l'IMC, le périmètre abdominal et le risque d'apparition du diabète de type 2. Comme élément de réponse pour le grand B, 5. Plus l'IMC et le périmètre abdominal sont élevés, plus le risque de faire un diabète de type 2 est important. Ce graphique montre que l'obésité accroît significativement le risque de faire un diabète de type 2.
C. La sensibilité des cellules du tissu adipeux adipocyte à l'action de l'insuline est étudiée chez des individus sains, des diabétiques non obèses et des diabétiques obèses. Les résultats obtenus sont présentés dans le document 5. Document 5, sensibilité des cellules du tissu adipeux à l'action de l'insuline. Alors, on a ici absorption du glucose par les adipocytes en fonction de la concentration d'insuline. 6. Quelle information le document 5 apporte-t-il? 7. À partir des informations tirées des documents 4 et 5, établit la relation qui existe entre le diabète de type 2 et l'obésité. Comme élément de réponse, cette étude nous permet de constater que l'obésité réduit considérablement la sensibilité du tissu adipeux à l'action de l'insuline. 7. Nous retiendrons de cette étude que l'obésité réduit la sensibilité du tissu adipeux à l'action de l'insuline. Elle tend à empêcher l'absorption du glucose à son niveau, occasionnant ainsi une hyperglycémie. L'obésité peut être considérée comme un facteur de risque du diabète de type 2. Exercice 2. Un film documentaire visionné en classe porte sur les fonctions des cellules immunitaires. Ton camarade t'interpelle sur l'importance des lymphocytes B dans la défense de l'organisme, notamment les conditions de production de plasmocytes et d'anticorps lors d'une réponse immunitaire spécifique. Les documents 1, 2, 3 et 4 sont mis à ta disposition afin que tu lui apportes des éclairages. Consigne. À partir de l'exploitation des documents 1, 2, 3 et 4 et de tes connaissances, explique à ton camarade les conditions de production des plasmocytes et des anticorps. Document 1. Des lymphocytes d'une souris normale, SN, sont injectés à une souris vide, SI1, en même temps qu'un mélange de globules rouges de mouton, GRM, et de globules rouges de poule, GRP. Des injections de GRM ou de GRP sont faites à la souris normale, SM. Après 10 jours, les lymphocytes sont collectés et remis en contact avec le même antigène, soit GRM, soit GRP. Les rosettes qui se forment sont éliminées par centrifugation lente. Les lymphocytes vides restant en suspension sont injectés à des souris vides SI2 et SI3 en même temps qu'un mélange de GRM et GRP. Le document ci-dessous résume les étapes de l'expérience et les résultats obtenus. Donc, souris SM sur laquelle on prélève des lymphocytes. Remarque, les souris nudes sont des souris dépourvues de poils. Elles ne possèdent pas de thymus. Document 2. Sur une lame de verre recouverte de gélose ayant la particularité de diffuser des substances, 3 cavités C1, C2 et C3 sont creusées. Dans la cavité C1 est introduit du sérum prélevé de la souris SM 10 jours après son infection, soit par des GRM, soit par des GRP. Dans la cavité C2 est introduite une solution contenant soit des GRM, soit des GRP. Dans la cavité C3 est introduite une solution
contenant des globules rouges d'une autre espèce. Le résultat obtenu 24 heures après la mise en place des solutions montre l'apparition d'une zone d'agglutination comme l'indique la figure ci-dessus. Donc voilà, zone d'agglutination. C1, C2, C1, C3. Voilà la zone d'agglutination. Document 3. Des lymphocytes T et B sont prélevés dans la rate d'une souris sensibilisée contre les globules rouges de mouton, GRM, et de poule, GRP, puis placés dans une chambre de Marburg représentée ci-contre. Donc voici la chambre de Marburg. Chambre de Marburg. Lieu de culture avec antigène. Donc, chambre supérieure, chambre inférieure, membrane perméable aux molécules et imperméable aux cellules. Le nombre de plasmocytes obtenus est alors comptabilisé selon les conditions du tableau ci-contre. Voilà, donc ici c'est chambre supérieure, chambre inférieure, plasmocytes pour 10,5 cellules de rate. Donc on a les lymphocytes T, lymphocyte B, lymphocyte B, lymphocyte B. Et on a les valeurs de chaque que donne chaque lymphocyte T ou bien B. Document 4. Des lymphocytes B, des lymphocytes T et des macrophages sont prélevés de la rate d'une autre souris saine puis placés dans différents milieux de culture en présence soit des globules rouges de mouton, GRM, soit des globules rouges de poule, GRP. Le tableau suivant montre la composition des milieux de culture et les résultats obtenus. Alors, composition des milieux de culture, quantité de plasmocytes produites. Voilà, voilà ce que ça donne. Faible, nul, élevé. Et ici, on a les milieux M1, M2, M3, M4. On a les compositions des milieux de culture. Comme élément de réponse à la 2, document 1. L'injection des lymphocytes provenant des souris normales SN à des souris SI1 en même temps qu'un mélange de GRM plus GRP entraîne une production d'anticorps anti-GRP et anti-GRM. On en déduit que les lymphocytes prélevés de la souris normale sont des LB, des LT4, des LT8. Allez, lymphocyte B, lymphocyte T4, lymphocyte T8. Certains lymphocytes B vont reconnaître spécifiquement les GRM, d'autres les GRP. Lorsque la souris S1 reçoit un mélange de GRM et GRP, les lymphocytes B subissent une expansion clonale et se différencient en plasmocytes sécréteurs des anticorps anti-GRM et anti-GRP. L'injection des lymphocytes restants à des souris SI2 en même temps qu'un mélange de GRM et GRP entraîne une production d'anticorps anti-GRM. On en déduit lorsqu'on met les lymphocytes de la souris SN avec des GRP, certains lymphocytes suffisent. Les GRP étant des antigènes libres, seuls les lymphocytes B spécifiques des GRP peuvent les reconnaître. Lorsque l'on introduit dans la souris SI2 des lymphocytes, on lui introduit tous les lymphocytes de la souris SN excepté les LB anti-GRP. Lorsque les GRM et GRP sont injectés à la souris SI2,
Celle-ci possède des clones de LB anti-GRM et sécrète des anticorps anti-GRM. L'injection des lymphocytes restants à des souris SI3 en même temps qu'un mélange de GRM plus GRP entraîne une production d'anticorps anti-GRP. On en déduit lorsqu'on met les lymphocytes de la souris SN avec des GRM, certains lymphocytes s'y fixent. Les GRM étant des antigènes libres, seuls les LB spécifiques des GRM peuvent les reconnaître. Lorsqu'on introduit dans la souris SI3 des lymphocytes, on lui introduit tous les lymphocytes de la souris SN, excepté les LB anti-GRM. Lorsque les GRM et GRP sont injectés à la souris SI3, celle-ci possède des clones de LB anti-GRP et sécrète des anticorps anti-GRP. Document 2. La figure du document montre que la zone d'agglutination est localisée uniquement entre C1 et C2. On en déduit que le sérum contient des anticorps qui sont des substances diffuses et spécifiques aux antigènes de GRM et GRP. Document 3. En présence de l'antigène, la production de plasmocytes est très faible à partir des lymphocytes B, seule chambre inférieure, alors qu'elle est très importante lorsque les lymphocytes B et T sont mis ensemble dans la même chambre inférieure ou lorsque les lymphocytes B, chambre inférieure, et lymphocytes T, chambre supérieure, sont séparés par une membrane. On en déduit que les lymphocytes T activent la production de plasmocytes issus des lymphocytes B en libérant des substances chimiques interleukines. Document 4. Milieu 1 et 2. Lorsque le milieu de culture M1 est composé de lymphocytes B et soit de GRM, soit de GRP, la production de plasmocytes est faible. Lorsque le milieu de culture M2 est composé de lymphocytes B, de macrophages et soit de GRM, soit de GRP, la production est également faible. Milieu 3. Lorsque le milieu de culture M3 est composé de lymphocytes T et soit de GRM, soit de GRP, la production de plasmocytes est nulle. Milieu 4. Lorsque le milieu de culture M4 est composé de lymphocytes B, de lymphocytes T, de macrophages et soit de GRM, soit de GRP, la production de plasmocytes est élevée. On en déduit que les macrophages, par sécrétion d'interleukines, activent les lymphocytes T qui, à leur tour, activent les lymphocytes B pour leur différenciation en plasmocytes. Synthèse. Les conditions de production de plasmocytes. Les macrophages sécrètent une interleukine qui active la production et la différenciation des lymphocytes T. Les lymphocytes T activés libèrent une interleukine qui entraîne la production et la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes. Les conditions de production d'anticorps. Les plasmocytes issus de la différenciation des lymphocytes B activés produisent des anticorps spécifiques aux antigènes. La coopération entre lymphocyte B et lymphocyte T est indispensable pour qu'il y ait production d'anticorps. Cette coopération se fait par le biais d'interleukines.